Le WEC vit une période faste, l'un des championnats automobiles les plus en verve actuellement, avec pas moins de 13 constructeurs engagés. Un âge d'or inédit, mais qui pourrait être menacé plus vite que prévu. Et ça tient en 3 lettres. B-O-P. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos sur l'endurance ces dernières années, vous savez que j'ai toujours défendu la BOP. Pourquoi? Parce que c'est un élément clé et essentiel à la réussite de ce championnat. Sans elle, il n'y aurait pas autant de constructeurs engagés. Actuellement en hypercar, nous en avons 8, 9 l'an prochain et 11 si personne ne s'en va en 2027. Sans la BOP, vous en aurez 3 maximum. C'est donc un outil essentiel, mais un outil dangereux et potentiellement destructeur s'il n'est pas utilisé convenablement. Et après Le Mans et Sao Paulo 2025, il y a comme une alerte. Davantage de voix sont élevées pour critiquer le fonctionnement actuel de cet outil. Regardons dans le rétro pour bien comprendre l'intérêt de cette balance. Le WEC, c'est une catégorie historique, l'un des championnats du monde les plus anciens. Si sa version actuelle date de 2012, sa première itération, le championnat du monde des voitures de sport, date de 1953, soit 3 ans après la Formule 1. Championnat FIA, c'est donc le deuxième plus ancien de la fédération internationale. Aujourd'hui, la FIA compte 6 championnats du monde, et pour comparer, le WRC date de 1973, le WRX, le World Rallycross, est un championnat du monde FIA que depuis 2014, la Formula I a été créée en 2014 mais est un championnat du monde que depuis 2019, et enfin, le World Rally Raid Championship ne l'est que depuis 2022. Donc le WEC, c'est une institution. Mais une institution historiquement dans l'ombre de la F1. L'endurance attire moins de monde que les grands prix, format sprint est plus condensé, donc plus vendeur. Ce qui n'a pas empêché les deux de cohabiter, parfois difficilement, et qui n'a pas empêché le WEC de devenir un championnat d'envergure avec plusieurs constructeurs au fil de ces différentes époques. Et justement, arrêtons-nous sur ces engagements historiques. Dans les années 50, ça se résume à Ferrari qui a remporté quasiment tous les titres mondiaux à l'exception de 55 pris par Mercedes et 59 pris par Aston Martin. Notons dans ces années-là des noms prestigieux comme Jaguar ou plus discrets, Cunningham, premier vainqueur d'ailleurs, Lancia, Alfa Romeo ou encore des Dolce Bonnet, Gordini, Fraser Nash, etc. Du monde, mais peu de vainqueurs différents finalement. Dans les années 60, la liste d'engagés dans la catégorie reine s'est réduite et on note à partir de 64 l'arrivée de Ford, venu concurrencer Ferrari. Ford, Ferrari, sans oublier Porsche. Donc 3 constructeurs phares. Alors, en second rideau, on avait Chaparral, Lola ou Mirage, mais ils n'avaient pas les moyens de concurrencer les géants. Et ce système va durer longtemps, très longtemps, à vrai dire, jusqu'à 2021-2022 et l'arrivée de l'hypercar. Oui, il y avait plusieurs constructeurs, mais combien étaient capables de gagner? Très peu. Un favori et un challenger, et dans les meilleures années, un 3e larron se joignait à la fête. Dans les années 70, Porsche domine au début, avant que les Français de Matra ne reprennent le flambeau face à Ferrari ou Alfa Romeo. Puis nous avons eu le duel Porsche-Renault, et dans les années 80, c'était une razzia Porsche quand le groupe C remplaçait le groupe 6. Alors, nous avons bien sûr d'autres catégories. Le GT a toujours été un pilier de ce championnat, mais n'oublions pas le C2 par exemple, qui mettait en avant des constructeurs plus artisanaux. Les Alba, Spice, Ecos, Lotec, des noms pas vraiment connus. Et devant, la formule était la même, une course à l'armement très coûteuse sans aucune régulation autre que le règlement technique et sportif. Une autre façon de voir la course automobile, à l'ancienne, sans trop de préoccupations, les meilleures voitures gagnaient, point. Et pour avoir les meilleures voitures, il fallait énormément d'argent. C'est une des raisons de la domination de Porsche, ils étaient les seuls à investir autant, et leurs 956 puis 962C ont régné sans partage sur le championnat. Jusqu'à la fin des années 80 où Jaguar et Sauber Mercedes ont commencé à challenger puis à battre la marque de Stuttgart, au prix d'énormes investissements. Et il faut croire que payer, ça paye. La preuve, Jaguar et Sauber Mercedes ont repris le flambeau juste avant l'arrivée du règlement qui allait tout détruire, le Sport 3,5 litres, sans régulation et surtout avec la volonté d'anéantir ce championnat, vu comme un concurrent à la Formule 1. Bilan, des règlements inadaptés à la formule, une envolée des coûts stratosphériques et une fuite massive des constructeurs,
allant jusqu'à la disparition de ce championnat historique. Sans régulation et avec beaucoup d'abus, on a perdu le championnat du monde d'endurance. Mais l'endurance a continué avec des championnats GT comme le BPR, devenu le FIA GT, ainsi qu'un championnat prototype, et ces derniers ont conduit à un âge d'or. Pourquoi ? Il n'y avait pas de BOP, mais il y avait des règlements un peu plus restrictifs, et surtout commercialement intéressants, car les constructeurs devaient homologuer leurs voitures pour la route. Déjà, ça limite, en théorie. Une nuance importante. Puis, avec ce genre de règlement technique rapprochant la compétition du monde des mortels, les constructeurs pouvaient mettre plus concrètement en avant leur marque. Donc, Toyota GT1, Mercedes CLK, Porsche 911 GT1, Nissan R390, McLaren F1 GTR, sans oublier les protos BMW, Audi à partir de 99, ainsi que les privés dont Courage était le meilleur défendeur. Pourtant, pas mieux que 2 favoris et un challenger quelquefois. Mais bon, quand on regarde le panorama du sport automobile depuis sa création, ça a toujours été le cas. Et une époque trop brève due à l'envolée des coûts. Encore un règlement qui n'était pas durable. Dans les années 2000, l'endurance a perduré, notamment grâce à l'ALMS, le renouveau de la compétition prototype. L'American Le Mans Series a offert à cette catégorie un championnat, et plusieurs déclinaisons sont nées, ELMS ou tout simplement le LMS. Sauf que là, toujours sans régulation, Audi dominait outrageusement. Ouais, mais derrière, on trouvait des noms comme Dom, Dallara, Panos ou plus tard Oreca, sans oublier le plus féroce des petits, Pescarolo. David contre Goliath, le même système, le plus fortuné gagnait, donc Audi gagnait. Puis, quand le diesel est arrivé, le fossé s'est creusé et Pescarolo regrette qu'il n'y ait pas eu d'équivalence de technologie. Sans régulation, le championnat n'était pas viable, mais la CO a agi sur notre levier pour attirer des constructeurs, l'aspect commercial. Pour promouvoir son diesel, Audi est donc resté et Peugeot les a rejoints. 5 saisons de bataille entre ces deux constructeurs. 5 saisons. C'est beau et c'est presque inédit. Puis, après l'ère diesel, l'ère hybride. Sans oublier la création, plutôt la recréation du championnat du monde d'endurance avec le WEC qu'on connaît aujourd'hui. Même levier, l'aspect commercial. Peugeot est parti, mais Toyota et Porsche sont revenus. 3 constructeurs se battant pour la victoire, encore plus inédit, surtout pendant autant de temps. Mais sans régulation, vous connaissez la chanson, envolée des coûts, désintérêt des constructeurs et fuite des engagements. En résultaient plusieurs saisons moroses où Toyota était bien seul. On a donc déroulé le tapis rouge au privé dont Rebellion et SMP étaient les meilleurs représentants. La CO et la FIA jouaient sur des règles avec notamment une BOP qui permettait, très artificiellement, de donner un intérêt aux acteurs et aux spectateurs. C'est pour ça que Rebellion a pu concurrencer à quelques occasions Toyota. Mais qui y croyait ? Pour sauver le championnat, il fallait donc une nouvelle réglementation. C'est comme ça que l'hypercar est né. L'histoire nous enseigne bien des choses. Quels sont les motifs de désintérêt de ce championnat ? Eh bien, le manque de compétition, la différence de moyens, les écarts technologiques et plus généralement, le manque de régulation. La CO et la FIA, sans oublier l'IMSA, devaient donc tenir compte de ces piliers pour échafauder un règlement durable qui intéresse les constructeurs, tout en tenant compte de l'environnement sociétal dans lequel le sport évolue désormais. Oui, on n'est plus dans les années 60-80 où un constructeur pouvait se permettre d'aligner les billets pour faire des ronds sur un circuit. Dans une époque où l'écologie et l'économie sont des enjeux majeurs et souvent des freins à l'engagement en sport automobile, il fallait être conscient. Donc il fallait un règlement sportif qui n'explose pas le budget, en accord avec les enjeux sociétaux, un côté sportif attrayant et une garantie de ne pas venir pour rien. Si on rejouait les années 80, qui voudrait incarner Nimrod ? Nimrod qui était un tout petit constructeur dans la catégorie Red, mais bon, à des années-lumière de Porsche. Non, justement, on voudrait tous incarner Porsche ou alors Sauber ou Jaguar. Pas Nimrod, désolé pour Nimrod, mais bon... Problème, solution. C'est ainsi que l'hypercar est né. Pour régler la question du budget, 2 branches possibles. Le LMH, où il n'y a pas de limite et les constructeurs sont libres. Donc on garde quand même l'essence historique de la course automobile. C'est la branche qui descend, si on peut dire, directement du LMP1. Mais sinon, l'alternative, si j'ose dire, c'est le LMDH. Là, les budgets sont limités, tout comme certains aspects techniques.
Le choix entre 4 fournisseurs de châssis et une partie du travail mâché pour faciliter l'engagement des constructeurs. Une branche, cette fois-ci, dans la lignée du GTP américain. Plus d'équité technique entre les concurrents. Pour répondre aux questions dites sociétales, l'hybride est évidemment en avant, avec une consommation surveillée et une compétition, on va dire, responsable, quelle que soit la branche. Et, limite, le plus important pour garantir l'équité entre les deux branches et entre les concurrents, la fameuse BOP, la balance de performance, l'équilibre de performance. Ce n'est pas un outil nouveau et en course automobile, il y a 3 types de championnats. Les championnats monotypes où tous les concurrents ont la même voiture. C'est le cas de la F2, F3, F4, IndyCar, Super Formula, mais aussi de la Porsche Super Cup, Lamborghini Super Trofeo ou Ferrari Challenge. Vous voyez le délire. Équité parfaite. Deuxième type de championnat, les championnats libres, où seuls les règlements techniques et budgétaires limitent la compétition. Le WRC en soi, mais sinon, la Formule 1. Bon, les puristes diront que c'est devenu un championnat monotype tellement les voitures sont similaires, mais ce serait un petit peu abusé. Mais je comprends l'idée, mais c'est un petit peu abusé. Alors oui, les années 60-70 sont loin, mais il faut tenir compte de l'environnement dans lequel évolue le sport. Bref, troisième catégorie, les championnats BOP. L'un des meilleurs exemples, si ce n'est le meilleur, c'est le GT World Challenge. Beaucoup de constructeurs engagés, des voitures différentes et une BOP éprouvée qui semble satisfaire tout le monde. Et ce n'est pas une tâche facile. Entre la Mercedes AMG GT3, la Ferrari 488 et maintenant la 296 et la Porsche 911, nous avons 3 architectures différentes. La première est un moteur central avant, la deuxième centrale arrière et la troisième en porte-à-faux. Sans parler des milliers d'autres détails techniques différents, mais dans les grandes lignes, on en est là, et chacun des constructeurs doit avoir une chance de gagner. La BOP offre donc des garanties, à condition qu'elles soient justes. C'est donc un équilibre très difficile à trouver et qui demande du temps, mais comme dit en introduction, un outil essentiel à l'engagement des constructeurs. Car après la publication de ce nouveau règlement Hypercar, les annonces d'engagement pleuvaient. Toyota, déjà là, assurait la continuité, mais d'autres noms répondaient à l'appel. Peugeot fait partie des premiers, mais également Porsche, Ferrari, Cadillac, BMW, Glickanos, ne les oublions pas, Alpine, Van Wall ou encore Aston Martin, Acura et Audi. LOL. 1, 2, 3, 4, 5, 12 constructeurs intéressés. Du jamais vu, c'est inédit. Un âge d'or arrive, mais sans la BOP, vous pouvez descendre ce chiffre à 3 ou 4 constructeurs. Car grâce à elle, les constructeurs ont une chance de gagner s'ils font un minimum de bon travail côté technique. Ouais. Parce que BOP ne veut pas dire garantie de gagner. Regardons son fonctionnement. Sur quoi les instances peuvent-ils agir pour réguler la compétition? Déjà, cet équilibre commence dès l'homologation des voitures, donc le règlement technique doit être restrictif de base pour limiter les écarts. En gros, c'est le schéma que suit la F1. On donne des fenêtres de performance assez restreintes, que ce soit sur l'aéro, le moteur, etc. La FIA et la CO mesurent tous ces paramètres avant d'homologuer la voiture d'un constructeur. Comme ça, dès la sortie d'usine, il y a une forme d'équité. Laissez trop de liberté dans les règlements et la fenêtre devient trop grande, jusqu'à être ingérable et vous n'avez pas le championnat dont vous rêvez. Exemple, le LMP1 de 2018 à 2020, voire le GTE justement. Rappelez-vous, quand au cœur des années 2010, nous avions Ferrari, Porsche, Aston Martin, Corvette, Ford et BMW d'engagés dans cette catégorie. Le problème, c'est que certains étaient trop bridés et ont simplement déserté la grille de départ. Alors, ces paramètres d'homologation, ce n'est pas la BOP telle qu'on l'entend, mais bon, c'est un paramètre clé et essentiel à cette dernière. Car a posteriori, une fois la voiture homologuée, la BOP intervient, et ce, sur plusieurs éléments. Vous avez sans doute déjà vu les tableaux de BOP présentés avant chaque épreuve, qui présentent les caractéristiques des voitures sur les points clés. Vous avez le plus évident, le poids. On ajoute ou on enlève du ballast aux voitures. Considérez, même si ça varie en fonction des caractéristiques des circuits, 10 kg 3 dixièmes. Deuxième levier, l'énergie. En hypercar, il y a ce qu'on appelle l'énergie virtuelle. C'est la consommation d'essence plus la consommation électrique, et cette dernière offre une équivalence dans ce domaine. Comme ça, la consommation est similaire entre les autos. Ouais, ce serait très injuste si une voiture faisait 3 ou 4 tours de plus par stint. Imaginez ça au Mans, ça reviendrait à 5 ou 6 arrêts de moins. Non, c'est injouable. Les concurrents sont donc limités dans la capacité du réservoir. Pour ce faire, on ajoute des billes dans ce dernier pour limiter naturellement la contenance.
Aussi, le temps de ravitaillement est réglementé. Ouais, parce que qui dit réservoir plus petit, dit moins de temps pour refueler, donc ça sert à rien de gagner quelque part pour le perdre ailleurs. Ok, on veut bien moins de jeu à bord parce qu'on gagne 5 secondes par arrêt. Non, c'est pas possible. Enfin, peut-être le plus complexe à gérer, la puissance. En hypercar, on a la puissance thermique et la puissance électrique. C'est là où il y a la plus grande différence entre le LMH et le LMDH. Les premiers ont l'hybride sur les 4 roues, les deuxièmes seulement à l'arrière. La BOP doit garantir une équité entre les plateformes et la gestion de la puissance est donc l'élément central. Ainsi, on module la puissance disponible en dessous de 250 km/h et au-dessus de 250. Maintenant, sur quoi les instances se basent? Oui, parce qu'on a les outils, mais sur quoi ils sont modulés? Eh bien, à la base, sur les paramètres d'homologation. La FIA et l'ACO se basent sur les données récoltées durant cette phase critique et établit donc, en 2023, une BOP sur l'ensemble de la saison. À l'exception du Mans qui a sa propre BOP, qu'on pourrait qualifier de moins interventionniste. Et là, les constructeurs engagés acceptent. Mais très vite, on se rend compte qu'il y a des limites. La BOP et son ajustement, c'est ultra complexe, parce qu'il y a une forme d'interventionnisme qui s'oppose à la loi du sport, et en vertu de quoi les instances interviennent? C'est une bonne question, et là, on entre dans une zone de flou assez délicate. Quel est le but recherché? Le spectacle, mais à quel prix? On ne peut pas froisser un constructeur en le laissant de côté, mais on ne peut pas en froisser un autre en le pénalisant trop fortement sur son bon travail. Entrent alors en compte, qu'on le veuille ou non, les aspects politiques et commerciaux. Et c'est pourquoi les petits constructeurs que sont Glickenhaus ou Van Wall ont pu survivre au milieu d'un océan de grands constructeurs. Car à la table des négociations, tout le monde n'a pas le même poids, et chacun tire la corde vers soi. Ça a toujours été le cas, hein. Et là, avec la BOP, c'est encore plus pervers. De base, la Glickenhaus n'est pas aussi performante que la plupart des autres constructeurs, et cette petite marque américaine ne faisait pas le poids face aux géants. Ils étaient coincés, et c'est pourquoi ils ont disparu. Même chose pour Van Wall. Les aspects politiques et commerciaux sont donc très délicats à gérer, et ça se répercute sur le sportif et sur la BOP. Et ça favorise aussi les théories du complot. Qui écouter, qui ne pas écouter, à qui donner plus de puissance, à qui en enlever. Et là on passe d'un cercle vertueux à un cercle vicieux. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Pour les organisateurs, voir 7, 8, 9 constructeurs se tirer la bourre pour la victoire, c'est le scénario rêvé et c'est vers quoi tend la BOP à terme. C'est donc un dilemme entre spectacle et sportif et il y aura forcément des déçus. Alors que la BOP ne devait pas évoluer durant l'année, après le Mans 2023, cette dernière a changé et ce genre de pratique est devenu monnaie courante de la part des instances. Modifier la BOP d'une course à l'autre, parfois même au cœur d'un week-end. Un bourbier et la part d'artificialité est bien présente. Qu'on le veuille ou non, il y a des voitures meilleures que d'autres et depuis 2024, on peut dire que les trois ténors sont Ferrari, Toyota et Porsche. Et pourtant, sur quelques manches, à tour de rôle pourrait-on dire, ces constructeurs ont mangé leur pain noir. Fallait-il brider outrageusement les GR010 parce que Toyota avait trop dominé? Peut-être. Fallait-il mettre en avant les 499P, surtout au Mans, parce que c'est Ferrari? Peut-être. Fallait-il voir Porsche gagner un championnat car c'est Porsche, le constructeur de tous les records en endurance? Peut-être aussi. Si l'on prend le Qatar 2024, on remarque que les Ferrari et Toyota étaient aux abonnés absents. A contrario, ils ont dominé les 24 heures du Mans dans une édition absolument dantesque. Et qui étaient les arbitres, les outsiders? Eh bien, là aussi ça changeait. Un coup c'était Cadillac, un autre coup c'était BMW, parfois Alpine et encore plus surprenant, à de rares occasions, c'était Peugeot. À quoi se fier? Car admettons, on enlève la BOP juste pour voir. Eh bien la hiérarchie évoluerait en fonction des circuits. Entre Le Mans, Imola, Spa, Austin, Interlagos, Fuji, Qatar et Bahreïn, nous avons différents types de circuits, et bien que similaires, les voitures ont des caractéristiques différentes. Alors, comment faire une bonne BOP avec ça? Vous sentez le cercle vicieux? Maintenant, pour faire une bonne BOP, si j'ose dire, il faut du recul. Plus il y a de roulage, plus il y a des données, et plus il y a des données, plus la BOP peut être juste. Mais il y a des effets pervers. Que faire si un concurrent cache son jeu? Vous voyez à quel point c'est complexe. Et n'oubliez pas les enjeux politiques et commerciaux. Dernièrement, en 2025, la façon de moduler la BOP a changé. Pour les courses du championnat, on ne se basait plus sur les paramètres d'homologation, mais sur les résultats des 3 dernières manches. Ce qui explique le début de saison tonitruant de Ferrari, qui avait justement connu une fin de saison 2024 assez difficile. Mais en faisant ça, force est de constater qu'on ne fait qu'accentuer le problème, car l'interventionnisme augmente et porte un coup dangereux aux sportifs et à l'authenticité.
La 499P est indéniablement une excellente voiture, mais l'est-elle à ce point? Et comment expliquer que les Ferrari étaient complètement garés à Interlagos? De même que la GR010 qui est également l'une des meilleures autos du championnat. Et s'ajoute à toutes ces problématiques d'autres règlements assez discutables. Les concurrents n'ont pas le droit de parler de la BOP. Alors, on peut facilement s'imaginer que s'ils avaient le droit d'en parler, beaucoup s'en plaindraient et beaucoup joueraient d'intox pour essayer d'influencer les choses. Mais à les museler comme ça, j'ai l'impression qu'on fait plus de mal que de bien. Car peut-être que ça pourrait faire avancer les choses et ça permettrait d'affiner la BOP. Puis le flou qui règne autour des ajustements est assez inquiétant. Il n'y a pas d'explication et à force, ça agace. Clairement, il y a une tourmente dans le WEC actuellement et cela pourrait être très dangereux dans un avenir proche. L'endurance vit un âge d'or, et si pour le préserver, il faut le réguler, trop de régulation pourrait le tuer. C'est le danger. L'avantage de Ferrari au Mans depuis maintenant 3 ans interroge. Les résultats d'Interlagos questionnent. Quand on regarde les résultats et surtout les performances des uns et des autres, c'est difficile à dire. C'est même illisible. Si, la seule chose dont on est sûr, c'est que la 9X8 est la pire voiture. À Sao Paulo, la Peugeot était brute. Puissance max, poids minimal, résultat 6ème et 7ème. C'est la seule certitude qu'on a. Le problème vient peut-être du fait qu'il y a trop de monde en WEC. Il est impossible de satisfaire tout le monde et à trop essayer, le fait est qu'on en dégoûte plusieurs. Peut-être qu'il faut accepter de perdre 1 ou 2 constructeurs pour avoir un meilleur championnat. Je m'explique. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on veut revoir plus de sportifs, donc réduire l'interventionnisme de la BOP, mais j'insiste, il faut la conserver, seulement mieux l'utiliser. Alors, c'est facile à dire depuis chez soi, surtout que les personnes qui gèrent la BOP, ils n'ont pas de mauvaises ambitions, ils n'ont pas pour but de détruire le championnat. Non, ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont, mais peut-être que le problème vient des directives. Donc plus d'authenticité et moins de régulation par rapport à aujourd'hui. Ne pas travestir la réalité de la piste tout en gardant un certain cadre, mais ça veut aussi dire accepter que certains n'ont pas les armes pour gagner, et peut-être perdre quelques constructeurs. Ça veut peut-être dire stabiliser le championnat à 7 plutôt qu'à 11, mais 7 constructeurs luttant plus raisonnablement en piste, plutôt qu'un foutoir illisible. Vu qu'on a connu il n'y a pas si longtemps des saisons avec un mastodonte qui écrasait tout le monde, je pense qu'on saurait s'en satisfaire. Et si on veut plus que 14 voitures, peut-être trouver le moyen d'avoir plus d'écuries clientes. Bref, si la BOP est une garantie d'avoir des engagements, je pense qu'il faut que les instances calment son utilisation et fassent preuve de plus de transparence et de souplesse. Le tout dans le but d'endiguer les effets pervers et artificiels qui deviennent bien trop présents et dangereux. Un âge d'or n'est pas éternel, mais le WEC, la FIA et l'ACO ont là un beau règlement. Pas pour rien qu'ils ont prolongé l'homologation des autos pour encore quelques années. Mais il faudra faire en sorte que cette polémique récente ne soit qu'un souvenir. C'est un sport, oui, mais c'est aussi un spectacle. Mais pour le moment, c'est ni l'un ni l'autre. Et cette réglementation ne sera pérenne qu'avec un meilleur équilibre. Ne tuez pas ce championnat en voulant trop le contrôler, s'il vous plaît. Acceptez la fatalité et la beauté du sport. Le public saura l'apprécier. On arrive au bout de cette vidéo, un petit peu d'actualité sur le WEC et les problèmes qu'il y a autour du WEC. Bon, j'espère que ça vous a plu. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. En description, des liens. Vous connaissez la chanson, des liens de Mezzarino à Contretemps. Est-ce que lui ira en WEC un jour? Je vous laisse le découvrir en vous le procurant. Merci pour les retours que vous faites. Les ventes continuent, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est un bon moyen de soutenir la chaîne et accessoirement, j'espère pour vous, de passer un bon moment. Bref, surtout, oui, j'ai perdu le... Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous.